Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, 6811 candidats répartis dans 16 centres composent depuis ce matin pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle dans les métiers de l'art. Le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle a procédé ce matin au lancement de l'examen. Réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies cet après-midi. Elle s'est penchée sur les violences entre Palestiniens et forces de l'ordre israéliennes qui ont fait au moins 300 blessés ce matin. Et puis le commissaire européen du commerce extérieur a annoncé que la Commission européenne ne va pas renouveler sa commande du vaccin AstraZeneca après le mois de juin. Les détails sont à suivre dans un instant. Merci pour l'attention. Je l'annonçais dans les titres. Le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a procédé au lancement officiel de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle dans le domaine de l'art. La cérémonie s'est déroulée ce lundi matin au lycée technique Koulibaly professionnel de Kpondéou à Akpakpa. Le point, c'est avec Maury Agua et Jean-Baptiste Bocon. Nous allons procéder au lancement de ces examens, certificat d'aptitude professionnelle. Je vais vous montrer l'enveloppe, vous allez vérifier. C'est le ministre Maouyon Kakpo qui a procédé au lancement officiel de la première épreuve du certificat d'aptitude professionnelle CAP au lycée technique de Kpondéou. Au total, 6811 candidats composent pour le CAP, session de mai 2021. Le ministre Maouyon Kakpo. D'abord, les enseignements se sont bien déroulés. L'encadrement a été bien fait et bien suivi par nos conseils pédagogiques, nos inspecteurs. Et à tous les niveaux, cela a pu bien se faire. Nous nous en réjouissons bien entendu parce que nous sommes là maintenant dans une année bien apaisée et nous devons en principe nous attendre à des résultats bien satisfaisants. Il faut aussi préciser que cet examen se déroule dans 4 options. Option des sciences et techniques industrielles, option de l'enseignement familial et social. Nous avons aussi l'option des sciences des métiers d'art, sciences et techniques des métiers d'art. Donc l'examen se déroule donc dans toutes ces options-là avec plusieurs filières. Selon le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, il y a une augmentation des effectifs au niveau de toutes les filières. La particularité, c'est qu'il y a eu une augmentation des effectifs. Disons donc qu'il y a eu un engouement depuis que le gouvernement a fait une focalisation sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Ce secteur qui doit être relancé, valorisé, et les dispositions sont en train d'être prises pour qu'il puisse en être ainsi. Cette priorité accordée désormais à ce sous-secteur a fait que dans toutes les filières, nous avons connu une augmentation, ce qui fait que de façon générale cette année, l'augmentation a été de 39,71%, ce qui est très intéressant et depuis plusieurs décennies, nous n'avons jamais connu cela. Nous comprenons donc que les populations, les parents d'élèves, de même que les apprenants, ont compris l'insistance du gouvernement pour la valorisation de ce sous-secteur. Il faut rappeler que l'examen du CAP se déroule dans 16 centres sur toute l'étendue du territoire national. Elles sont souvent appelées des associées de Dieu en raison du rôle important qu'elles jouent dans le système sanitaire. Il s'agit des sages-femmes. Dans ce magazine que nous vous avons réalisé, nous vous emmènerons à la découverte de ce métier. Suivez plutôt. À 14 ans, j'ai été garde-malade d'une tante qui a accouché à Goro et j'ai essayé de suivre un peu ce qui se passait par la fenêtre, mais j'ai été traumatisée. J'avais tellement peur et depuis ce jour, je me disais je n'allais plus être sage-femme. Pourtant, elle porte la blouse rose et exerce ce métier depuis environ 6 ans. Mais comment cela est-il arrivé? C'est une formation militaire sans âme. Il faut avoir son bac et passer le concours d'État qui est lancé chaque année et entrer dans
l'école de formation à l'INES. Aujourd'hui, il y a une école à Parakou. Et si vous êtes retenu, vous allez faire les 3 années pour devenir sage-femme. Il y a aussi le titre payant qui se fait. Donc, c'est comme ça, il faut avoir d'abord le bac. Exerçant ses missions en collaboration étroite avec le médecin, gynécologue, obstétricien, la sage-femme est un professionnel de la santé qui aide avant, pendant et après l'accouchement. La sage-femme, c'est elle qui s'occupe de la grossesse de la femme enceinte jusqu'à l'accouchement et après quelques semaines de la femme et de son bébé. Elle a les connaissances scientifiques requises qui lui permettent de s'occuper de la femme enceinte et du nouveau-né. Des fonctions qui s'inscrivent dans le cadre de la physiologie, c'est-à-dire le déroulement normal de la grossesse et de l'accouchement, n'est par alors associé de Dieu qui veut. Il faut avoir certaines qualités. Comme les aînés le disent, n'est pas sage-femme qui veut. C'est un don déjà parce que nous sommes les associés de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être associé de Dieu. Du coup, il faut être appelé à être sage-femme. Il faut avoir la vocation et l'amour du prochain. Comme tout métier, celui de la sage-femme n'est pas sans difficulté. Donc les difficultés, des fois, c'est que des femmes qui viennent à la consultation, qui viennent en travail, qui n'ont pas les moyens, ou carrément c'est qu'elles sont là, mais le matériel n'est pas là. Et tu as la connaissance, mais tu es incapable de sauver des vies, tu es incapable de travailler. Et quand on parle aussi de difficultés, c'est quand tu vois la souffrance de la femme, juste à cause de cette grossesse qu'elle a contractée, c'est triste. Et en dehors de tout ça, il y a le stress lié au boulot, le stress et tout ce que tu as comme tâche. Parce qu'il faut le reconnaître, nous sommes dans un pays en voie de développement. Et la sage-femme, ce qu'elle doit faire, ce qu'une sage-femme doit faire, c'est ce que beaucoup de sages-femmes doivent faire, voilà. C'est une seule sage-femme qui le fait. Du coup, ça devient très difficile. Parce qu'à elle seule, elle fera tout à la fois. Nonobstant ces difficultés, il y a des moments heureux que l'accoucheuse vit dans sa carrière. Des accouchements réussis, des femmes qui te remercient, qui sont tellement heureux et surtout quand il s'agit des femmes qui ont tant cherché la grossesse et finalement l'ont eu et toi tu les aides à avoir ce beau cadeau, ce précieux cadeau, c'est vraiment une joie. On se voit, on est fiers de ce qu'on fait quoi, parce que tu es la première personne qui voit le bébé et cette personne-là qui a gardé sa grossesse, c'est à toi maintenant de présenter le bébé à cette personne-là. C'est merveilleux, c'est unique, c'est trop beau. Des jours sombres, il n'y en manque pas non plus. Mais comme événement malheureux, père à l'âme de la dame, je terre son nom. Ça fait très mal. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas fini de digérer. C'est une dame que j'avais reçue il y a environ 2 ans, qui était venue à la consultation et on l'avait gardée et tout. Bon, ça s'est mal déroulé. Elle est décédée, son enfant aussi. Je l'ai référée. Elle est décédée dans un autre centre. Mais vraiment, ça m'a perturbée, ça m'a vraiment fait mal, ça m'a choquée jusqu'à aujourd'hui. Je ne peux jamais oublier son nom. Je revis la scène quand j'en parce que c'est trop triste. Je ne sais pas comment dire, mais on ne peut pas garder une grossesse et mourir à la fin. C'est dommage, c'est inadmissible. Ça ne doit pas se reproduire, ça ne doit pas se passer. C'est trop lourd à garder, c'est vraiment...
Ça fait mal, ça fait vraiment mal. J'avais pleuré pour elle maintenant il y a longtemps. Mais aujourd'hui, vraiment. Et depuis ce jour, j'ai plus fait d'accouchement. Historiquement, le métier de sage-femme tisse ses origines de la fonction d'accoucheur, pratiquée internationalement et essentiellement par des femmes. Il faut noter que la profession a connu un tournant au XIXe siècle et fait objet de différentes formations selon les pays. La sage-femme dans le processus d'accouchement est un véritable associé de Dieu car elle sauve 2 vies. Que d'émotions! Ce journal se poursuit. Actualité en dehors du Bénin. Réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations cet après-midi à cause des violences entre Palestiniens et forces de l'ordre israéliennes sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Après un week-end très tendu, les violences ont repris ce matin, faisant au moins 300 blessés. La ville 3 fois sainte en ébullition. Ce matin, sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, de violents affrontements ont opposé Palestiniens et forces de sécurité israéliennes. Au jet de pierre devant la mosquée Al-Aqsa ont répondu les explosions des grenades assourdissantes après une nuit déjà mouvementée. Hier soir, des heurts ont déjà fait plusieurs blessés à la porte de Damas, au nord du quartier musulman de la vieille ville. Des escarmouches qui ont pour origine la menace d'expulsion pesant sur plusieurs familles palestiniennes du quartier de Sheikh Jarrah, au nord-est de Jérusalem, au profit de colons israéliens. La décision de la Cour suprême était attendue aujourd'hui, mais devant l'ampleur des manifestations, les juges ont préféré reporter leur verdict. À la lumière du contexte actuel et à la demande du procureur général, l'audience prévue ce lundi est annulée. Une nouvelle date sera annoncée d'ici 30 jours. Un sursis qui n'a guère apaisé les Palestiniens, pas plus que les déclarations de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien qui a comme de coutume affiché une posture de fermeté tout en défendant le développement des colonies dans Jérusalem-Est. Nous ne permettrons à aucun élément radical de compromettre le calme à Jérusalem. Nous ferons respecter la loi et l'ordre avec fermeté et responsabilité. Jérusalem est la capitale d'Israël. Alors que chaque nation construit sa capitale, nous avons aussi le droit de construire à Jérusalem. C'est ce que nous avons fait et c'est ce que nous continuerons de faire. Mais les tensions dans les rues de Jérusalem commencent à trouver un écho dans plusieurs pays du Moyen-Orient. Tôt ce lundi matin, des centaines de personnes se sont rassemblées devant l'ambassade d'Israël à Istanbul pour protester contre les actions de la police israélienne après que le président turc a qualifié samedi l'État hébreu de terroriste. En Jordanie, même son de cloche, le roi Abdallah II a condamné ce dimanche l'escalade des violences à Jérusalem alors que des centaines de manifestants se sont rassemblés, là encore, devant l'ambassade d'Israël à Amman. La première exigence est l'abolition du traité de paix israélo-jordanien. La deuxième est de fermer l'ambassade de l'entité sioniste en Jordanie. La troisième est l'annulation de l'accord sur le gaz. Et la quatrième est de rappeler l'ambassadeur jordanien en Israël. Israël ne respecte ni ses accords internationaux avec les Arabes, ni ses engagements internationaux. L'ONU a publié plus de 800 résolutions internationales, mais Israël n'a pas respecté une seule d'entre elles. L'ONU, dont le Conseil de sécurité doit se réunir aujourd'hui pour évoquer la situation dans l'État hébreu. Un prochain retour au calme est pour le moment peu probable. Israël a entamé hier les célébrations de la journée de Jérusalem. Le pays commémore ainsi la conquête de la partie est de la ville sainte à l'issue de la guerre des 6 jours de 1967. La loi sur le climat en France est parvenue au Sénat ce lundi. Une loi qui ne prend pas en compte toutes les réalités climatiques selon les écologistes. Ces derniers manifestent depuis ce matin dans près de 150 villes françaises. Les manifestants demandent à une relecture du texte et son inscription dans la Constitution. Plus de détails avec nos confrères de RT France.
Après les députés, c'est au tour des sénateurs d'examiner le projet de loi Résilience, un examen qui se fera sous pression de la société civile qui se sont réunis en masse dans les rues pour contester ce projet de loi qui ne répond pas aux exigences de la population concernant l'environnement et les émissions de gaz à effet de serre. Le Sénat a déclaré qu'il souhaitait relever les ambitions de ce projet de loi, un projet de loi qui sera décortiqué, étudié, analysé par les sénateurs. Plusieurs points seront notamment à l'étude, notamment la végétalisation des parkings ou des espaces de plus de 500 mètres carrés, mais également l'encadrement de la publicité. Les sénateurs ont déclaré que ce texte, en l'état, ne permettra pas de réduire de moins 40% les émissions de gaz à effet de serre ou de répondre aux objectifs fixés par l'Union européenne. Les choses risquent encore d'évoluer avant le vote final prévu le 28 juin prochain. Et autour de ce projet de loi climat et résilience, rien ne va plus entre le chef de l'État Emmanuel Macron et les 150 de la Convention européenne. Emmanuel Macron pourrait, selon le JDD, renoncer au référendum. Ce référendum, point crucial dans les discussions entre le chef de l'État et les 150. Un référendum qui pourrait permettre d'introduire dans l'article 1 de la Constitution la préservation de l'environnement, faute d'accord entre la majorité et puis la droite au Sénat. De son côté, le gouvernement, par le biais de M. Attal, le porte-parole, a déclaré que rien n'était fait en l'état et que le référendum est pour le moment pas suspendu par le chef de l'État. Voilà dans quel contexte s'apprête à entrer aujourd'hui ce projet de loi ici au Sénat. La Commission européenne a décidé de ne pas renouveler pour le moment sa commande du vaccin AstraZeneca après le mois de juin. L'annonce a été faite par le commissaire européen du commerce extérieur. L'Union européenne a par ailleurs dévoilé son nouveau contrat avec Pfizer-BioNTech le samedi dernier. Pour autant, le commissaire ne remet pas en cause un possible renouvellement de la commande. On l'écoute. On regarde ce qui se passe, on verra. AstraZeneca est un vaccin très intéressant. Il a été découvert par des chercheurs de Oxford. Il est très bon. Il a surtout l'intérêt de pouvoir être utilisé dans des conditions logistiques et de température plus simples. En Colombie, les populations manifestent depuis le 28 avril contre les réformes fiscales portées par le gouvernement. Malgré le retrait du projet de loi, syndicats, étudiants et indigènes continuent de battre les pavés. En pleine pandémie de Covid-19, c'est un autre virus qui s'est répandu en Colombie, celui de la contestation. Depuis le 28 avril et la mobilisation contre le projet de réforme fiscale porté par le gouvernement, le pays connaît sans discontinuer de nouvelles manifestations. Syndicats, étudiants, indigènes et défenseurs de l'environnement continuent à battre le pavé malgré le retrait du projet de loi. Dans le viseur des manifestants, une amélioration des politiques de santé, d'éducation, de sécurité et une dénonciation des violences policières. En tant que mère, en tant que femme, en tant que sœur, en tant que fille, nous disons que nous n'avons pas donné naissance pour la guerre. Nous n'avons pas donné naissance pour que nos fils et nos filles ou nous-mêmes soyons assassinés pour avoir protesté, pour avoir exercé nos droits, pour avoir exigé la liberté, l'autonomie, une vie digne, une bonne gouvernance. Nous soutenons tous les jeunes qui sortent pour manifester, tous les jeunes qui sont traités comme des hooligans. Parce que je suis jeune et je sors pour manifester et ils nous traitent comme des vandales alors que ce n'est pas le cas. Un mouvement de protestation qui s'est donc heurté à la violente réaction des forces de l'ordre. Le bilan est lourd, plus d'une vingtaine de personnes ont été tuées et quelques centaines d'autres blessées. Une répression qui a renforcé la contestation contre le président Iván Duque, dont la popularité est en berne. Ce dernier a appelé à la levée des barrages qui parsèment le pays et au dialogue. Tous les espaces sont ouverts ici pour construire, pour parler, pour construire des solutions pour le pays, comme nous l'avons toujours fait. Mais la voix de chacun doit être claire pour rejeter les blocages qui constituent également une violation des droits de l'homme et des citoyens. Fort d'une grande diaspora, les Colombiens se sont mobilisés un peu partout dans le monde, comme en Espagne, aux États-Unis ou encore en France. Une mobilisation internationale qui a poussé les Nations Unies, l'Union européenne ou encore les États-Unis à condamner les agissements de la police en Colombie.
Un isolement diplomatique qui fragilise encore plus la position du président Duque à un an de la prochaine élection présidentielle. Et puis ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. À demain.